Bonjour à tous, merci de choisir Sud FM Sen Radio pour vous informer. Sud Midi à la une de l'actualité, 8e assemblée générale de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays de l'UEMOA et de la Guinée. Le chef de l'État, le président Macky Sall, a présidé l'ouverture des travaux qui portent sur l'impact de la télévision numérique. Le chef de l'État réitère la nécessité de réguler la presse afin de lutter contre toute forme de fléau et des fake news. Le président du CNRA, Babacar Diagne, insiste, lui, sur la préservation des valeurs fondamentales pour la cohésion nationale. Réaction à suivre dès le début de cette édition. Changement de directeur à l'hôpital de Ziguinchor. Les travailleurs apportent des précisions. Ils ne sont pas demandeurs. Selon le porte-parole de l'intersyndicat, les travailleurs de l'hôpital de Ziguinchor exigent plutôt la prise en charge des priorités, affectation de spécialistes et paiement des dettes que l'État doit à la structure hospitalière. Coronavirus au Sénégal, un nouveau décès enregistré ces dernières 24 heures, 67 nouvelles contaminations, 208 patients sont encore sous traitement. Et puis inauguration à l'instant à Thiès de la première centrale numérique de l'Afrique de l'Ouest pour améliorer et faciliter la distribution de l'électricité. L'inauguration se déroule à Keur Madarou. Nous aurons les précisions avec Babacar Ndao. Et puis nous parlerons également de la situation au Mali après la libération du président de transition et également du Premier ministre. L'analyste politique, membre du Centre d'études stratégiques, Boubacar Bokoum, revient sur les derniers développements au Mali. Il sera notre invité. Au Burkina, effondrement de plusieurs écoles primaires à la suite des vents violents et pluies enregistrées. Le premier bilan provisoire fait état d'au moins un mort, plusieurs blessés. Le gouvernement ouvre une enquête. Des observateurs indexent la mauvaise qualité des ouvrages. Voilà pour les titres. Bonjour à tous, bienvenue à l'Une Badara Socé assure la mise en onde de cette édition que nous démarrons avec l'ouverture aujourd'hui à Dakar de la 8e assemblée générale de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays de l'UEMOA, plateforme élargie à la Guinée. Le chef de l'État, Macky Sall, a présidé l'ouverture des travaux ce matin à Dakar, des travaux qui portent sur l'impact de la télévision numérique terrestre, enjeux économiques et socio-culturels. Le président Macky Sall, à l'ouverture, a réitéré la nécessité de réguler la presse afin de lutter contre toute forme de fléau et des fake news. On écoute le chef de l'État au micro de Aïssatou Gueye. De l'organiser davantage. Les autres corps ont des ordres, ordre des médecins, ordre des ingénieurs, ordre de ceci, pour quand même définir les règles. Tout le monde ne peut pas s'improviser professionnel de l'information et de la communication. Alors que vous parlez quotidiennement à des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes, sans qualification, sans formation, alors il n'y a rien de plus dangereux dans une société que d'avoir de telles situations. Ici, il me semble qu'il y a la nécessité d'avoir une régulation parce que nous ne vivons pas à l'état de nature. Nous vivons en société. Une société régie par des normes du contrat social. Le chef de l'État à l'ouverture ce matin de la 8e assemblée générale de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel, Babacar Diagne, porté à la tête de cette structure. Le président du CNRA, Conseil national de régulation de l'audiovisuel, insiste, lui, sur la préservation des valeurs fondamentales pour la cohésion nationale. On l'écoute. Que vous ne pouvez pas être à jour par rapport au dispositif juridique. C'est ça qui fait qu'il faut constamment réfléchir. Je donne un exemple que vous avez dit sûr. J'ai dit aujourd'hui même, j'échangeais avec le président du Togo et je lisais un article fait par un Américain et qui dit we are still shaping the consciousness of ourselves as a people. Les Américains disent qu'ils sont aujourd'hui en train de se construire en tant que nation. L'Amérique, je vous le rappelle, est indépendante depuis le 4 juillet 1776. 250 ans d'indépendance et aujourd'hui encore, ils travaillent sur la cohésion nationale dans le pays. Aujourd'hui donc, vraiment dans nos pays, l'espace UEMOA, nous devons être très vigilants par rapport à la cohésion sociale.
le vivre en commun, basé sur la recherche du bien commun, sur la préservation du bien commun, sur la préservation de nos valeurs fondamentales. C'est extrêmement important. Donc vraiment, je pense que c'était une rencontre de haut niveau, extrêmement intéressante. Et maintenant que je suis devenu le président des présidents, comme vous l'avez entendu, je suis désormais le président de la plateforme de l'audiovisuel, le délégataire de l'audiovisuel de l'IOMA et de la Guinée. Donc pendant les années à venir, je vais vraiment avoir une feuille de route pour que ces thèmes majeurs soient agités et que nous puissions faire des propositions aussi bien aux chefs d'État qu'aux éditeurs, n'est-ce pas, qui sont nos partenaires dans l'audiovisuel. Au Sénégal, nous avons fait une prouesse, le président l'a rappelé, nous avons fini il y a 2 ou 3 jours, 4 jours au maximum. Nous avons signé avec l'ensemble des éditeurs, discuté face à face, assis, tous les... Babacar Diagne, président du CNRA, à l'ouverture de la 8e Assemblée générale de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays de l'UEMOA. La rencontre a débuté aujourd'hui, elle se poursuit demain à Dakar. Progression de la pandémie du coronavirus, un nouveau décès enregistré ainsi que 67 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, dont 36 issues de la transmission communautaire et essentiellement à Dakar, qui demeure l'épicentre de la pandémie. 208 patients sont encore sous traitement, dont 4 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. Et puis concernant la campagne de vaccination, hier 1884 personnes ont été vaccinées, 440 007 personnes depuis le début de cette campagne de vaccination. Restons dans le secteur de la santé avec le changement de directeur à l'hôpital de Ziguinchor. Les travailleurs ne sont pas demandeurs selon le porte-parole de l'intersyndicale. Siméon Faye déclare que les priorités sont ailleurs. La priorité demeure d'ailleurs l'affectation de spécialistes et le paiement des dettes que l'État doit à la structure hospitalière. Siméon Faye réagit au micro de Ben Michel Confoudi. L'intersyndicale de l'hôpital régional de Ziguinchor n'a jamais été demandeur par rapport à une révocation du directeur. Ce qui se passe, c'est que l'hôpital régional de Ziguinchor souffre de problèmes structurels. Ce sont ces problèmes que nous avons exposés au niveau de la table. Et ces problèmes-là, le directeur a pu régler ce qu'il a pu régler, notamment les différentes réunions, le défaut de communication et tout cela et consort. Mais les problèmes de fond, c'est des problèmes qui sont issus de l'abandon de l'État par rapport à l'EPS, qui est l'établissement public de santé de niveau 2 de l'hôpital régional de Ziguinchor. Parce que quand l'État ne paye pas ses dettes, donc ça, c'est pas la faute du directeur. Quand la CMU ne paye pas ses dettes, c'est pas l'État, c'est pas du fait du directeur. Quand le personnel de l'hôpital régional de Ziguinchor, 80%, voire plus, est à la charge de la structure parce que l'État n'a pas voulu recruter, c'est pas la faute du directeur. Quand l'État n'envoie à l'hôpital régional de Ziguinchor que moins de 20% du personnel de l'hôpital régional de Ziguinchor, c'est pas du fait du directeur. Nous n'avons pas de cardiologue à l'hôpital, nous n'avons pas d'anesthésiste réanimateur, nous n'avons pas de gastro-entérologue, nous n'avons pas d'urologue. Vous voyez, et nous n'avons pas de néphrologue, alors que le seul centre de dialyse fonctionnel au niveau de la zone sud se trouve à l'hôpital régional de Ziguinchor. À chaque fois, quand il y a des problèmes au niveau des établissements publics de santé, au lieu de s'enquérir de la situation qui a amené ce problème, trouve un bouc émissaire, une tête à couper, et la seule tête qui est toujours à couper, et c'est celle du directeur à chaque fois. Donc, l'État devrait revoir encore une fois sa position. Le problème, c'est un problème structurel, parce qu'enlever le directeur ne règle pas les problèmes de l'hôpital régional de Ziguinchor. C'est la simple volonté du ministre de la Santé et du président de la République. Vous l'avez révoqué, certes, mais encore une fois, il faudrait tout faire pour trouver des solutions. Vous venez de suivre la réaction de Siméon Faye, porte-parole de l'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital de Ziguinchor à la suite du changement de directeur. À l'issue du Conseil des ministres hier, les travailleurs rappellent les priorités, l'affectation de spécialistes pour l'hôpital et le paiement des dettes que l'État doit à la structure hospitalière mal en point et qui a entraîné cette semaine d'ailleurs une marche de protestation des travailleurs de l'hôpital soutenue par plusieurs mouvements citoyens. Thiès étrenne la première centrale numérique de toute l'Afrique de l'Ouest. Une inauguration qui se déroule à Keur Madarou ce matin. Nous retrouvons à Keur Madarou justement Babacar Ndao. Bonjour. Oui, bonjour Radio Retour. Isenia, vous l'avez dit l'instant même, le directeur général de l'entreprise qui a construit cette centrale, il s'agit de l'entreprise marocaine Vinci Énergie. Le directeur général qui revient sur l'importance, mais surtout l'importance de ce grand investissement qui va faciliter
l'alimentation et la distribution de l'énergie dans la ville de Thiès et ses environs, notamment le département de Thiès, mais surtout faciliter l'interconnexion des centrales de Tobène dans le département de Tivaouane et celle de Diass dans le département de Mbour. C'est disons, une nouvelle ère selon le directeur général de l'entreprise marocaine dans la distribution de l'électricité, mais surtout dans la restructuration du réseau de distribution. L'autre aspect, il s'agira pour eux de garantir les secours des lignes moyennes, mais surtout assurer l'extension disons, du poste 90 mégas de Tiona qui se trouve à Thiès. Pour l'autre aspect, non des moindres, c'est le premier poste 100% numérique de l'Afrique de l'Ouest qui vient d'être installé ici au niveau du Sénégal avec une capacité de 250 000 kilowatts avec de réels risques, mais à travers ces techniciens qui l'ont construit en 3 ans, puisque les travaux ont débuté le 18 juin 2018 dernier et les travaux sont en phase de finalisation, comme vient de le dire le directeur général de Banque et Énergie. Le DG de Sénélec qui a fait le déplacement pour cette inauguration va prendre la parole tout à l'heure, mais après une petite visite c'est déjà réjoui et selon Papa Madame Bitey, le Sénégal ne devrait plus avoir des problèmes de distribution d'électricité, mais les consommateurs se sont toujours préoccupés du coût de l'électricité qui est encore cher au Sénégal. Sur toutes ces préoccupations, certainement des réponses seront apportées pour dire que cette centrale est bâtie ici au niveau de la commune de Diobass, dans le village de Kermadaro. De vous parler, Babacar Ndao, pour ce débat. Merci beaucoup, Babacar Ndao, qui assiste à l'inauguration de la première centrale numérique de l'Afrique de l'Ouest à Kermadaro, une centrale qui va faciliter la distribution de l'électricité à partir de Tobène et environ. Le fonds d'entretien routier autonome a financé la construction de plusieurs kilomètres de routes goudronnées à hauteur de 300 millions dans la commune de Ndofane. Les travaux ont déjà démarré. L'édile de la commune de Ndofane estime qu'une fois terminé, ce projet va participer à la modernisation de la commune, en même temps faciliter l'interconnexion entre Ndofane et les villages environnants. La réaction du maire de la commune de Ndofane, Mam Samba Ndiaye, avec Mamadou Kamara. C'est un chantier qui a été financé par le FERA, le Fonds d'entretien routier autonome, qui dans sa politique impulsée par son Excellence le Président de la République est en train de participer donc, à l'essor des territoires. C'est un peu dans la dynamique de la territorialisation des politiques publiques prônées par le Président de la République. Donc c'est le FERA qui va financer ce chantier pour un montant qui tourne autour de 300 millions pour une durée de travaux de 3 mois à compter du 17 mai 2021. La commune est née dans les années 1800, ça fait quand même plus de 2 siècles. Depuis lors, on n'a jamais eu de route bitumée. Ce chantier va concerner une distance de 3 km environ. 3 km qui seront construites sur 2 artères principales. Les 2 artères principales de la commune. Une artère qui va partir du lycée de Ndofane, justement pour permettre aux élèves aussi d'accéder à partir de trottoirs facilement au lycée. Partira du lycée de Ndofane vers le cimetière musulman. Fait une distance d'un peu plus d'1 kilomètre. Le deuxième axe concernera comme point de départ le marché Baïdramé, un marché qui est situé au niveau du quartier de Dar-es-Salam et qui va sortir de la ville en direction de Ponpon. Vous savez, ce deuxième axe d'ailleurs est une route départementale qui va rallier Mbirkelane. Alors ce sont ces 2 axes principaux que nous allons bitumer. Bien entendu, il y aura de petits axes transversaux qui permettront de faciliter la circulation. En tout état de cause, la distance globale tourne autour de 3 km. Donc ce sera une route avec tous les accessoires en termes de signalisation. Surtout en termes de sécurité, j'en parlais avec le directeur technique de Jean Lefebvre Sénégal, qui est l'adjudicateur du marché. Je lui disais qu'il faudra également prévoir des ralentisseurs pour des raisons de sécurité. Et ce chantier est très important pour la commune. Nous sommes dans une dynamique, disons, de modernisation de la ville. Nous sommes dans une dynamique de création d'emplois. Ce chantier entre justement dans cette dynamique-là. Parlons de l'hivernage 2021. La mise en place des intrants n'est pas encore effective dans plusieurs zones, dans certaines régions. Alors que certaines régions ont commencé à recevoir les premières pluies, le chargé de communication du CNCR invite l'État à tout mettre en œuvre pour que les semences soient mises à la disposition des producteurs dans les meilleurs délais. Sidiba exhorte les commissions de distribution à plus de vigilance. Sidiba est joint par Rapsaïl Manouane. Des prévisions que nous avons
qui ont été faites par la nation, que l'hivernage sera très pluvieux et leur arrêt précoce aussi est prévu. Et je pense que fin prêt, hein, c'est un peu trop dur parce que, comme je vous parle, au niveau de certaines zones, il n'y a pas la totalité pour la mise en place des semences nécessaires pour l'arachide, des coques qui doivent être décortiquées. Et je pense qu'il est bon aussi qu'au niveau des pouvoirs publics, les gens fassent tout pour que les opérateurs soient attentifs pour livrer les semences au niveau des points de vente, les fassent dans les meilleurs délais, que ce soit les semences et les intrants. Et il y a certains opérateurs qui avaient livré des semences mais qui ont été rejetés au niveau des commissions parce n'étant pas de qualité. Et je pense aussi qu'il est bon que les services techniques et que les commissions soient très vigilantes, que les commissions qu'il y ait vigilance requise au niveau des commissions pour que les graines fournies soient des graines de qualité et qu'elles arrivent à temps. Le maire avait donné des instructions que les graines, que tout cela soit mis à la disposition des paysans au plus tard le 20 mai. Et aujourd'hui, on est pratiquement à la fin du mois de mai. C'est à peine si c'est 40 ou 50% de ces intrants-là qui sont mis en place au niveau des commissions de distribution. Sud International. Direction Bamako pour retrouver notre correspondant sur place. Souri Ibrahim Maïga, bonjour. Bonjour, Isenyang. Situation au Mali, libération de l'ancien président de transition ainsi que le premier ministre Mactar Wane, libération qui fait suite à la médiation de la CEDEAO présente dans le pays, alors que le vice-président Assimi Goïta veut reprendre les choses en main. Oui, exactement. Nous avons appris que depuis la nuit dernière, les deux personnalités arrêtées, Bandao, qui était le président de la transition, et son premier ministre Mactar Wane, ont été libérés. Donc cette libération, elle est intervenue à la suite d'une déclaration de la junte à Koulouba sur l'évolution de la situation. Ils ont d'abord confirmé la démission du président ainsi que de son premier ministre devant la délégation de la CEDEAO. Ensuite, annoncé qu'ils vont les libérer, mais de façon graduelle, pour des besoins de sécurité. Donc c'est ce qui a été fait dans la nuit. Le président de la transition et son premier ministre Mactar Wane ont tous été libérés. Donc à ce stade, qu'est-ce qui se passe? On apprend également que les négociations de la CEDEAO continuent, parce que depuis que la CEDEAO elle est venue, elle n'a pas encore communiqué sur ce qui se passe. Mais on apprend des sources sur que vraiment la structure du prochain gouvernement n'est pas à l'ordre du jour. On n'en a pas discuté pour le moment. Donc les chefs d'État de la CEDEAO doivent se réunir lors d'un sommet extraordinaire qui va certainement avoir lieu dans les prochains jours. Donc les recommandations phares seront annoncées. On saura ou pas si le Mali sera sanctionné ou pas. Donc le vice-président de la transition, Assimi Goïta, qui est l'auteur principal de toute cette situation, a quand même dit qu'il brigue la présidence de la transition jusqu'à nouvel ordre. Donc on attend une nouvelle reconfiguration. Est-ce que Assimi Goïta sera définitivement élu président de la transition? On saura davantage. Donc hier soir également, il y a eu des rencontres nocturnes avec l'Union nationale des travailleurs du Mali ainsi que le mouvement du 5 juin qui avait facilité quand même le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc cette rencontre a eu lieu avec Assimi Goïta au palais de Koulouba. Donc on apprend que vraiment la station primatoriale, c'est-à-dire la primature, quand même va être cédée cédé finalement au M5 et des noms circulent déjà. Donc le président du comité stratégique du M5, Tchogel Kokalambega, qui était ancien ministre de Ibrahim Boubacar Keïta, donc est fortement pressenti comme premier ministre. Donc à ce stade, ce sont ces informations que nous avons. Nous étions également en ville pour voir l'atmosphère. Devant l'ambassade de la Russie, il y avait vraiment une manifestation pro-russe qui demande vraiment le départ de la France pour que les militaires russes puissent venir intervenir au Mali afin que la situation sécuritaire puisse changer. Donc dans le même contexte, il y avait eu un conseil de sécurité de l'ONU hier nuit à 19h GMT Bamako. Donc il y a eu un communiqué qui a été produit. Dans ce communiqué,
et le Conseil de sécurité demande à ce que vraiment la transition soit dirigée par des civils. Ils ont réclamé la libération des deux personnalités, ce qui est déjà un acquis, mais il n'y a pas de sanctions qui ont été annoncées pour le moment. Donc on suit de près la situation. Quand il y a de nouvelles informations, nous allons vous en faire connaissance dans nos prochaines éditions Isenyang. Merci beaucoup Sori Ibrahim Maïga, notre correspondant à Bamako, qui revenait sur les dernières informations avec la libération du président et du premier ministre de transition. D'ailleurs, l'analyse des derniers développements à suivre avec l'invité de ce 12h, Boubacar Bokoum, analyste politique, membre du Centre d'études stratégiques de Bamako. Vous l'entendrez après la page sport. Au Burkina Faso, l'effondrement de plusieurs écoles du primaire ces derniers jours a fait un mort, plusieurs blessés. Selon un bilan encore provisoire dressé par le ministre en charge de l'éducation au cours du Conseil des ministres, cela fait suite aux vents violents et pluies enregistrées. Plusieurs sources indexent la mauvaise qualité des ouvrages. Le gouvernement annonce des investigations. Mathieu Somda. Dandé dans les hauts bassins, Koudougou dans le centre-ouest, Zabré dans le centre-est sont les villages qui ont enregistré des cas d'effondrement d'écoles. Le bilan encore provisoire est dressé par le ministre en charge de l'éducation, le professeur Stanislas Ouaro. La situation dans la commune de Dandé, dans la région des hauts bassins, un bâtiment de 3 classes s'est effondré lundi dernier pendant que les élèves étaient en pleine activité pédagogique. Et cela a occasionné le décès d'un élève, de 24 blessés au départ, 4 graves qui ont été évacués à Bobo Dioulasso. Et malheureusement hier nous avons enregistré le décès d'un élève du gouvernement. Il faut dire que c'est un bâtiment qui a été construit sur transfert de ressources de l'État aux collectivités territoriales en 2013. Et ce bâtiment a été réalisé en 2014-2015. Et malheureusement, 6 ans après, il s'est effondré et ça nous amène à nous poser beaucoup de questions sur la qualité de la réalisation des infrastructures, mais surtout sur le suivi contrôle de ces infrastructures. Et donc, j'ai été instruit de collecter toutes les informations afin de voir sur le plan administratif et ou judiciaire ce qui peut être fait, en lien avec les responsables qui auront été situés. Hier aussi, nous avons un bâtiment de 3 classes qui a été réalisé par l'association des parents d'élèves du lycée de l'Amitié à Koudougou, qui s'est effondré aussi. Mais là, ça n'a fait aucun blessé. Il y a une troisième situation à Gondé. Donc nous sommes en train de collecter ces informations pour pouvoir situer les responsabilités et engager des procédures administratives et ou judiciaires. Le phénomène n'est pas nouveau, mais les cas d'effondrement enregistrés cette année inquiètent la population, les autorités communales et administratives. Plusieurs sources évoquent la mauvaise qualité des ouvrages réalisés. En rappel, l'école primaire publique de Bakari Bougou, située dans la commune de Dandé, sur l'axe Bobo Dioulasso-Faramana, avait subi le même sort en 2018. La même année, un vent violent a décoiffé 4 écoles à Diembende, dans la région du centre-est. 2 bâtiments faisant office de salle de classe avaient été décoiffés à Kouassagou en 2017. Mathieu Somda depuis Ouagadougou pour Sud FM. En me tenant avec humilité et respect à vos côtés, je viens reconnaître nos responsabilités, a déclaré ce matin le président français Emmanuel Macron à Kigali, tout en affirmant que la France n'avait pas été complice du génocide ayant fait plus de 800 000 morts en 1994 au Rwanda. Sport, Elhaj Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour Adja, c'est une actualité sportive que nous ouvrons par le basket avec la Ligue africaine de basket, la Douane, et qui va jouer son quart de finale aujourd'hui contre US Monastir de la Tunisie. Alors, comment les douaniers doivent jouer ce match? Nous avons posé la question à Mor Bassignan, journaliste sportif spécialiste du basket et envoyé spécial du quotidien sportif Record à Kigali. On l'écoute. Je pense que ce sera un match difficile. C'est un match de quart de finale à élimination directe. C'est possible, même si l'US Monastir est une grande équipe avec des grands joueurs qui ont gagné des Coupes d'Afrique. Je peux citer Maghreb Ben Romdan qui a gagné les Afro-Basket 2011 et 2017. Il y a aussi Omar Abada qui a gagné l'Afro-Basket 2017. Donc ce sont des joueurs qui ont l'expérience du haut niveau. Mais contrairement à l'AS Douane, qui a de jeunes joueurs, des joueurs qui découvrent la compétition. Et dans cette équipe, il n'y a que lui, Adams, qui a joué des Afro-Basket et qui a été 2 fois médaillé de bronze avec le Sénégal en 2013 et en 2017. Donc,
On peut dire que c'est une équipe de jeunes, une équipe qui manque d'expérience, mais dans un match de basket, tout est possible. Et l'AS Douanes l'a déjà montré dans ce tournoi, en faisant jeu égal avec Ferrovio et Zamalek, même s'ils ont perdu. Mais lors du premier match contre DS Pétrolier, ils ont montré que c'est une équipe d'avenir, une équipe qui regorge de talent et qui peut aller loin dans ce tournoi. Il faudra mettre les tirs, surtout les tirs primés, parce que l'AS Douanes est une équipe de tireurs, une équipe shooteuse, mais aussi défendre très dur, combler ses déficits dans le jeu intérieur qui fait défaut à l'équipe depuis l'entame de la compétition. Je pense que s'ils arrivent à mettre leur tir dès l'entame du match, défendre et faire douter l'adversaire, ils pourront tirer leur épingle du jeu dans cette rencontre de quart de finale. Et pourquoi pas s'ouvrir les portes des demi-finales. C'est possible, tout est un match de basket et on ne sait pas. Du l'instant que l'US Monastir, lors de leur dernière séance d'entraînement, il y avait eu quelques difficultés entre les joueurs qui se chamaillaient. Et là, ça peut être un point fort pour l'équipe de l'AS Douanes. Et puis, toujours en basket, nous parlons de l'afro-basket masculin. Le tirage au sort aura lieu demain. Jusqu'à présent, on ne connaît pas le pays qui va abriter cette compétition. Handball, avec en direction de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Cannes Senior. Dame de handball prévue du 8 au 18 juin au Cameroun. L'équipe nationale féminine du Sénégal sera en regroupement à Thiès du 30 au 5 juin prochain. Les Lions quitteront le Sénégal le 6 juin pour aller boucler leur préparation à Yaoundé avant de livrer le premier match de la CAN contre Madagascar le 9 juin prochain. Et puis nous terminons par le football. C'était attendu depuis plusieurs jours, mais c'est désormais officiel. Zidane n'est plus le coach du Real Madrid, l'entraîneur français qui avait annoncé sa décision aux joueurs dès mercredi soir à rencontrer le président du Real ce jeudi matin. Il aurait dit à son effectif qu'il souhaite bel et bien entraîner une équipe la saison prochaine. C'est tout, Adja Issa, pour cette page de sport. Merci beaucoup, El Hadj Malick Ndiaye. Sud Midi, l'invité. L'analyste politique, membre du Centre d'études stratégiques à Bamako, est notre invité. Il revient sur les derniers développements au Mali. Boubacar Bokoum répond à Souri Ibrahim Maïga. Oui, moi c'est Boubacar Bokoum, analyste politique au niveau du Centre d'études stratégiques Séné et membre de AECD, dont je suis le président, Association pour l'éducation citoyenne et le développement. On a quand même pris du temps avant d'avoir les vraies informations. Donc il y a eu un premier communiqué d'Assimi Goïta où il essaie de s'expliquer. Et ensuite, hier, à Koulouba, ils ont fait un point de presse où ils sont rentrés en détail sur la démission du président et du Premier ministre. Alors, comment faites-vous la lecture de ces deux interventions de ceux qui sont auteurs de cette situation? Oui, mais il faut comprendre qu'en réalité, Badaou n'est pas auteur du putsch, en réalité. Donc, c'est M. Assimi Goïta et ses autres camarades qui ont fait le putsch. Donc, la machine, jusqu'à preuve du contraire, est une propriété des putschistes. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Penser que les civils vont venir mettre des militaires à côté et continuer à gouverner comme bon leur semble, ça ne fonctionnera pas. Donc, je pense que, dans le fond, le fait que le président n'ait pas pris en compte l'existence du vice-président est à la base de cette rupture. Donc, toutes les autres explications qu'on essaie d'apporter, ça c'est des éléments justificatifs. Mais dans le fond, il faut juste comprendre que c'est maintenant que le coup d'État a été confirmé, c'est maintenant que nous avons un militaire qui est devant la transition malienne. On va voir dans les jours à venir, est-ce que Assimi va s'effacer pour donner la place à quelqu'un d'autre sur les pressions de la communauté internationale ou pas. Mais pour l'instant, c'est lui qui est le maître du jeu. Beaucoup de réactions fusent. On parle de sanctions ciblées, on parle de rupture, de collaboration avec le gouvernement malien. Est-ce qu'il faut craindre? Écoutez, craindre, ça dépend de qui doit craindre quoi. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que si je pense que Assimi Goïta a eu le courage d'aller à cet exercice, il sait à quoi s'attendre. Donc certainement qu'il est prêt à s'assumer. Je pense qu'il n'y a pas lieu de craindre la communauté internationale. Mais la communauté internationale, c'est qui? Nous faisons partie aussi de la communauté internationale. Nous avons aussi un point de vue. Est-ce que la communauté internationale doit être à mesure chaque fois de nous imposer son dictat, nous imposer ce qu'ils veulent, alors qu'ailleurs, ils en font comme bon leur semble? Je prends par exemple le cas du Tchad, où le fils d'Idriss Déby est un militaire, on accepte qu'il gère la transition. Je vous prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara brigue un troisième mandat. Et le cas de Alpha Condé, qui aussi brigue un troisième mandat. Est-ce que la communauté internationale est consciente du fait que ces deux personnalités, ou sinon ces trois personnalités, violent le protocole d'accord de la bonne gouvernance de la CEDEAO? Donc à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Il faut que la CEDEAO elle apprenne à respecter les peuples. Aujourd'hui, sanctionner le Mali. Pourquoi sanctionner le Mali? Qu'est-ce que les Maliens ont fait?
Alors s'il y a une équipe qui a décidé de changer les choses et que les Maliens l'acceptent, je pense que la communauté internationale doit respecter le Mali. C'est à nous de gérer nos problèmes. C'est un problème maliano-malien. Si les gens ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, ils se lèveront, on réglera nos comptes. Quand nous sommes sortis pour faire partie d'Ibrahim Boubacar Keïta, ce n'est pas la communauté internationale qui a géré cette question pour nous. Donc à un moment donné, quand les gens ne sont pas satisfaits de la gouvernance, ils réagissent. Donc il faut qu'on respecte la volonté du peuple. Maintenant, dire qu'on va prendre des sanctions ciblées, quelles sanctions ciblées? Est-ce qu'aujourd'hui, la communauté internationale n'a pas mieux à faire que de nous aider à relever notre économie, que de nous aider à avoir des institutions plus stables, que de nous accompagner pour ne pas asphyxier notre pays? Alors, vous pensez que prendre des sanctions aujourd'hui contre le Mali, ça c'est aider les Maliens? Je pense que la communauté internationale doit réfléchir à 2 fois avant de s'engager dans de telles attitudes. Les Nations Unies se sont réunies à huis clos hier à 19h GMT. Après, ils ont fait un long communiqué. Ils disent de libérer les personnalités arrêtées. Ça, c'est déjà un acquis. Ils parlent aussi de remettre le pouvoir aux civils. Qu'en pensez-vous de ça? Oui, remettre le pouvoir aux civils, c'est le principe. En fait, une transition, ça veut dire juste qu'on fait un break. C'est pas que les militaires vont gérer le pouvoir. De toutes les façons, la gestion politique revient forcément aux civils. Mais s'il y a une rupture de chaîne, on ne peut pas dire que pendant qu'on est en train de vouloir redresser le tort causé par les civils, qu'à ce même moment, il faut remettre le pouvoir aux civils. Donc il y a une contradiction, il n'y a pas de logique. Donc s'ils ont décidé de mettre fin au pouvoir de Ibrahim Boubacar Keïta pour apporter des rectifications, pour permettre de réorienter le pays, pour permettre de faire des élections et remettre le pouvoir aux civils, je pense que c'est à ça qu'il faut veiller. Mais ne pas demander une cohabitation qui ne pourra pas réussir, ne pas demander une inclusivité qui n'en a pas une, ne pas demander une représentativité aussi qui ne répondra pas réellement aux normes de la gouvernance. Parce que ce qui va se passer, si on veut mettre tout le monde dans le gouvernement ou faire partager le gouvernement avec tout le monde, ça devient un partage des gâteaux. Donc les questions fondamentales pour lesquelles le putsch a eu lieu, arrêter la corruption, pour mettre le pays sur les rails, on ne pourra pas aboutir à cet objectif. Donc on veut plutôt une transition courte, efficace, efficiente, avec des techniciens à la hauteur pour gérer cette transition. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut avoir une bonne vision pour gérer la transition et c'est aux Maliens de dire s'ils sont d'accord avec cette conduite, oui ou non. Donc je pense que la démarche que Assimi prend aujourd'hui, d'aller consulter la société civile, de consulter les partis politiques, est une bonne démarche qui va peut-être lui permettre d'avoir la mesure réelle de la gouvernance et d'avoir les orientations qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'il faut réellement actuellement pour pouvoir sortir de cette impasse? Écoutez, ça dépend de qu'est-ce que vous appelez l'impasse, parce qu'en réalité, la transition, pour moi, n'est pas une impasse, c'est une opportunité. Maintenant, si la transition a l'intelligence de profiter de cette fenêtre de tir, ça permet de mettre le Mali en scène. En réalité, il s'agit de quoi? De relancer l'économie malienne. Aujourd'hui, cette transition a la capacité de prendre des décisions politiquement impossibles, mais stratégiquement indispensables pour la survie de la nation malienne. Il s'agit de quoi en réalité? Aujourd'hui, la gouvernance qui est faite à Kidal montre que c'est un embryon du fédéralisme. Est-ce qu'il faut aller à un État fédéral, oui ou non? Cette décision, la transition peut la trancher. Parce que quand on parle d'élection, il faut de la sécurité. Il faut que l'espace soit sécurisé. Dans le contexte actuel, c'est extrêmement difficile de dire qu'on va à des élections. Et si la communauté internationale veut nous imposer des élections, il faut qu'ils nous aident à avoir la stabilité et la sécurité. Ça, c'est la condition sine qua non. Notre économie, elle est à terre. Nous sommes obligés aujourd'hui de demander de l'aide au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, qui en réalité ne prêtent même pas à des États normaux, a fortiori un État qui est dans une phase transitoire économique. Et la réforme institutionnelle, on peut la faire tout de suite. Donc ça, c'est des choses qui sont urgentes et qu'on peut faire tout de suite. Mais ne pas tomber dans la gouvernance, ce qui va amener d'autres problèmes. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette transition, si elle va dans ce sens, nous avons une opportunité de quitter l'emprise du FMI et de la Banque mondiale et de pouvoir affirmer notre souveraineté économique qui va effectivement déterminer notre souveraineté politique et qui par la suite va nous donner la sécurité, la paix et la stabilité. Les 2 personnalités ont été libérées. Est-ce que ça participe à la décrispation de la situation? Décrispation peut-être par rapport vis-à-vis de la communauté internationale. Si la communauté internationale demande à ce qu'ils soient libérés, l'objectif ce n'est pas de les garder en prison, on ne les reproche pas de détournement, il y a des conflits internes, il fallait juste les anéantir pour permettre effectivement à cette transition d'être fonctionnelle. Bon, aujourd'hui, ils n'ont pas de capacité de nuisance parce qu'ils ont démissionné. Donc je pense que Assimi, aujourd'hui, il a un boulevard devant lui et c'est à lui de savoir gérer ce qui lui reste à